Et si derrière chaque coup d'État, chaque assassinat, se cachait une peur viscérale de voir émerger une Afrique vraiment souveraine? Cette question devient brûlante quand on regarde la succession d'événements troublants qui secouent aujourd'hui le continent et au-delà. Ibrahim Traoré, jeune capitaine burkinabé, vient tout juste de survivre à une énième tentative d'assassinat. Ce n'est pas la première fois qu'il est visé et ce ne sera sûrement pas la dernière. Au même moment, c'est Nicolas Maduro, président du Venezuela et figure de la résistance anti-impérialiste, qui a été la cible d'un enlèvement coordonné. Pourquoi ces leaders, qui osent défier l'ordre établi et affirmer la souveraineté de leur peuple, sont-ils systématiquement attaqués? Que ce soit en Afrique ou en Amérique latine, chaque tentative contre Traoré ou Maduro semble orchestrée, toujours avec un appui venu de l'extérieur, mais aussi parfois avec la complicité de certaines élites locales prêtes à sacrifier l'avenir de leur nation pour quelques privilèges. Regardez bien le parallèle. Au Burkina Faso, c'est encore la main de l'ancien président déchu, allié à des intérêts étrangers, qui tente de renverser Traoré. Au Venezuela, les manœuvres pour faire disparaître Maduro rappellent la longue histoire de coups montés contre les voix insoumises. Ces stratégies se répètent sans relâche là où la souveraineté dérange. Mais ce qui se joue va bien au-delà des destins individuels de Traoré ou Maduro. Derrière chaque complot, c'est l'avenir de la souveraineté africaine, la maîtrise de nos ressources, la liberté de nos enfants et l'espoir d'un véritable réveil qui sont menacés. Si nous restons passifs, nous risquons de perdre toute alternative sérieuse à une émancipation réelle et de condamner nos générations futures à l'exploitation et à la dépendance. Alors, face à cette guerre silencieuse mais implacable, une question s'impose. Jusqu'où ira-t-on pour empêcher l'avènement d'une Afrique debout, fière et indépendante? Mais pour comprendre l'ampleur de cette menace, il faut revenir sur l'histoire et le contexte de ces attaques répétées contre les leaders panafricains et anti-impérialistes. Remontons le fil pour saisir ce qui se cache réellement derrière ce cycle de violence et de déstabilisation. Pourquoi l'histoire semble-t-elle se répéter, avec les mêmes méthodes, les mêmes ennemis et les mêmes victimes? Il suffit de regarder l'Afrique d'hier et d'aujourd'hui pour sentir un étrange déjà-vu. Les visages changent, mais les scénarios restent tristement familiers. Depuis plus de 140 ans, le continent africain est la scène d'une lutte féroce, souvent invisible mais implacable. Tout commence à la fameuse conférence de Berlin, à la fin du XIXe siècle, lorsque les puissances européennes découpent l'Afrique comme un gâteau, ignorant les peuples, les cultures, la souveraineté. Ce partage arbitraire pose les bases d'un avenir où l'ingérence extérieure devient la norme. Les décennies qui suivent sont rythmées par une succession de coups d'État, d'assassinats politiques et de manipulations, orchestrés ou soutenus par des puissances étrangères. Le destin tragique de Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo, exécuté à peine quelques mois après l'indépendance, reste une cicatrice ouverte. Thomas Sankara, surnommé le Che Guevara africain, fauché en plein rêve de transformation au Burkina Faso. Muammar Kadhafi, autrefois pilier de l'unité africaine, renversé et tué dans le chaos libyen. Chaque fois, le même message. Toute voix qui s'élève contre l'ordre imposé est réduite au silence. Mais comment ces tragédies se répètent-elles avec une telle régularité? La réponse se cache dans les mécanismes du néocolonialisme. Après les indépendances proclamées, la mainmise occidentale se réinvente. Bases militaires, accords économiques inégaux, extraction massive de ressources. La France, par exemple, maintient des bases militaires sur le sol africain depuis plus de 60 ans, justifiées par la sécurité mais conçues pour préserver ses propres intérêts. Ces bases servent d'épée de Damoclès. Tout leader trop audacieux sait qu'il risque de finir comme ses prédécesseurs. Le néocolonialisme ne se limite pas à la force militaire. Il s'impose à travers des contrats de mines ou de ressources naturelles, souvent signés sous la pression ou la corruption, qui appauvrissent pour les populations et enrichissent l'extérieur. L'or du Burkina Faso, le pétrole du Nigeria, l'uranium du Niger, autant de trésors pillés transférés vers Paris, Londres ou Toronto, tandis que les habitants survivent dans la pauvreté. Cette domination n'est possible que grâce à la complicité de certaines élites locales, prêtes à trahir l'intérêt général pour conserver quelques privilèges. Ainsi, l'ennemi de la souveraineté africaine n'agit pas seulement de l'extérieur, il se cache aussi à l'intérieur, parmi ceux qui préfèrent la soumission à l'émancipation. Ignorer cette histoire, c'est condamner l'Afrique à revivre éternellement le même cauchemar, l'ingérence, la dépendance et le sacrifice des leaders courageux. Comprendre ces mécanismes n'est pas un luxe, mais une urgence vitale pour toute une génération en quête de liberté. Mais alors pourquoi le Burkina Faso est-il redevenu un épicentre de cette lutte acharnée aujourd'hui?
Pour le comprendre, penchons-nous sur l'ascension fulgurante du capitaine Ibrahim Traoré et sur ce qu'il incarne vraiment pour l'Afrique contemporaine. Un leader qui ose dire non, pourquoi cela déclenche-t-il une riposte aussi brutale? Ibrahim Traoré ne s'est pas contenté de paroles, il a posé des actes qui ont bouleversé l'ordre établi. À peine arrivé au pouvoir, il a expulsé toutes les troupes françaises du Burkina Faso, brisant plus de 6 décennies de présence militaire étrangère sur le sol national. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi annulé les contrats miniers jugés inéquitables, mettant fin au pillage de l'or burkinabé par des multinationales occidentales. Ces choix ont fait de Traoré la cible prioritaire de ceux qui refusent de perdre leur mainmise sur les richesses africaines. Face à lui, la riposte ne s'est pas fait attendre. Tentative de coup d'État, attaques militaires déguisées et pression économique féroce orchestrée par des institutions qui se disent régionales mais obéissent à des intérêts extérieurs. Pour ne pas rester isolé, Traoré a forgé de nouvelles alliances. Avec le Mali et le Niger, il a formé l'Alliance des États du Sahel, un pacte stratégique qui refuse la soumission et mise sur la solidarité régionale. La Russie est également devenue un partenaire militaire et diplomatique, offrant une alternative à la dépendance ancienne vis-à-vis de l'Occident. Mais ce sont surtout les Burkinabés eux-mêmes qui se sont levés. Jamais la mobilisation populaire n'a été aussi massive. Des dizaines de milliers de volontaires pour la défense de la patrie, des femmes et des jeunes qui servent de boucliers humains, prêts à tout pour protéger leur souveraineté. Cette implication du peuple donne à la révolution burkinabé une force inédite. Face à cette résistance, les médias occidentaux sont devenus des armes de guerre. Campagnes de désinformation, dénigrement systématique et diabolisation du régime sont utilisés pour préparer l'opinion internationale à des sanctions économiques brutales. Ces sanctions imposées par la CEDEAO ou l'Union européenne cherchent à étrangler le peuple et à le retourner contre ses propres dirigeants. Plus grave encore, des preuves irréfutables, issues de communications et de transferts financiers, montrent que le coup d'État manqué a été financé et coordonné depuis l'étranger, avec la complicité de puissances occidentales et de réseaux régionaux. Les mercenaires étaient longtemps prêts à franchir les frontières, certains pays alliés promettaient un appui aérien pour bombarder les points stratégiques du pays. Mais le danger ne vient pas seulement de l'extérieur. Une partie des anciennes élites locales, écartées du pouvoir, jouent un rôle clé dans la déstabilisation. Leur proximité avec les anciennes puissances coloniales et leur soif de privilèges les poussent à trahir la cause nationale. Pour elles, la réussite de la Révolution serait synonyme de perte définitive de leur statut et de leurs avantages. Voilà le véritable enjeu. Si la Révolution échoue, ce n'est pas seulement Traoré qui tombera, c'est tout espoir d'une alternative africaine crédible qui s'effondrera. Ce serait le retour à la vassalité, à la misère, à la confiscation des ressources et à la soumission devant l'ordre mondial actuel. Mais cette lutte, aussi intense soit-elle au Burkina Faso, n'est pas un cas isolé. Elle s'inscrit dans un vaste mouvement mondial qui relie Caracas à Ouagadougou, révélant l'ampleur de la résistance anti-impérialiste. Et si le sort de l'Afrique se jouait dans les prochains mois, ce n'est pas une simple question rhétorique. Nous sommes peut-être à l'aube d'un tournant historique où tout peut basculer, soit l'effondrement, soit la consolidation d'une souveraineté retrouvée. Regardons de près le parallèle entre la persécution de Nicolas Maduro au Venezuela et celle du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Les deux hommes incarnent un défi frontal à l'ordre néocolonial, l'un en Amérique latine, l'autre au cœur de l'Afrique. Tous deux subissent des tentatives de déstabilisation, orchestrées de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, avec la complicité d'élites prêtes à sacrifier l'intérêt national pour leur propre survie. C'est ici que le rôle de la solidarité panafricaine et sud-sud devient crucial. Aujourd'hui, aucun pays ne peut affronter seul la vague de pression économique, militaire et médiatique. Les alliances nouvelles, comme celles qui unissent le Burkina Faso, le Mali et le Niger, montrent qu'un bloc panafricain soudé peut faire reculer l'ingérence étrangère, à la condition que cette solidarité soit réelle et populaire, pas seulement affichée par les dirigeants. Mais le véritable danger, c'est la division interne. L'histoire récente regorge d'exemples où des élites corrompues, manipulées ou achetées par des intérêts étrangers, ont ouvert la porte aux coups d'État, parfois en échange de promesses ou de fortunes personnelles. À chaque fois, ce sont les peuples qui paient le prix. Fragmentation, chaos, retour à la dépendance. L'unité nationale, la vigilance contre la trahison et une implication citoyenne active deviennent des enjeux de survie. Face à ce contexte, un basculement vers un monde multipolaire est-il possible ?
L'émergence de nouvelles puissances comme la Chine, la Russie ou l'Inde offre désormais aux nations africaines des alternatives concrètes au diktat occidental. Mais cette opportunité ne sera réelle que si elle s'appuie sur des choix souverains et une vision partagée du développement. Sans cohésion ni vision, le risque est assez grand de basculer dans une nouvelle forme de domination ou d'alimenter l'instabilité. L'enjeu est immense, division et défaite, ou renaissance et dignité retrouvée. Le choix que feront les Africains aujourd'hui, avec ou sans le soutien d'alliés internationaux, façonnera tout le siècle à venir. La fragmentation ouvrirait la voie à des décennies de chaos, tandis que la consolidation d'un bloc panafricain solide pourrait enfin garantir la maîtrise des ressources, la prospérité et l'avenir de la jeunesse africaine. Pour éviter de répéter les erreurs du passé, il est urgent de tirer des leçons concrètes, d'unir les forces et d'agir. L'histoire nous observe et le temps presse. Mais concrètement, comment transformer la prise de conscience en action efficace et durable ? Voyons quelles stratégies peuvent ouvrir la voie à une véritable émancipation. Face à la machine néocoloniale, comment résister efficacement aujourd'hui ? La question n'a jamais été aussi brûlante, alors que chaque victoire populaire semble aussitôt menacée de l'intérieur comme de l'extérieur. Le premier rempart, c'est le peuple lui-même. Notre vigilance doit être constante, parce que l'ennemi avance souvent masqué, en s'appuyant sur le découragement ou la division. Refuser la résignation, c'est déjà saboter les plans de ceux qui rêvent d'une Afrique soumise. Chaque citoyen, par sa mobilisation et sa détermination, joue un rôle vital dans la survie du projet révolutionnaire. Mais personne ne gagnera seul. L'union des nations africaines, le soutien concret entre pays souverains, deviennent plus que jamais nécessaires. Quand un peuple se lève, les autres doivent suivre, car la force du système adverse, c'est d'isoler ceux qui résistent. La solidarité, ce n'est pas un slogan, c'est un bouclier. Il est aussi crucial de dénoncer et d'isoler les élites locales corrompues, ces relais intérieurs qui facilitent l'ingérence externe. Tant que ces figures prospèrent, aucune révolution n'est à l'abri. Il faut les nommer, les surveiller et les empêcher d'agir dans l'ombre ou au grand jour. L'histoire récente l'a prouvé. La trahison vient souvent de ceux qui partagent notre langue, notre terre, mais pas notre combat. Face à la pression économique et à la manipulation médiatique, l'Afrique doit bâtir ses propres alternatives, favoriser des économies autonomes, valoriser la production locale, inventer des réseaux d'information indépendants. Voilà comment on échappe à la dépendance, à la propagande et au chantage. Ce sont ces outils qui permettent au peuple d'agir en connaissance de cause. L'information, justement, est une arme. Il ne suffit plus de consommer les médias officiels ou d'attendre la vérité des grandes chaînes étrangères. S'informer auprès de sources panafricaines, soutenir les mouvements progressistes, exiger des comptes à nos dirigeants. Autant d'actes simples mais décisifs. Car une révolution sans mémoire ni vigilance est une révolution vulnérable. Rien n'est jamais acquis. Une révolution ne tient que par l'appropriation populaire. Si nous baissons la garde, si nous laissons l'espoir s'éteindre ou la division s'installer, même la cause la plus juste sera écrasée ou récupérée. L'histoire regorge de mouvements trahis, étouffés ou détournés faute d'avoir su se défendre collectivement. Alors la question se pose à chacun d'entre nous. Ferons-nous partie de ceux qui protègent et prolongent la révolution, ou de ceux qui, par leur silence ou leur inaction, laissent la porte ouverte au retour de l'ordre ancien ? Mais au terme de ce voyage, une interrogation demeure. Et toi, quel rôle choisiras-tu dans cette bataille pour la souveraineté ? L'histoire s'écrit maintenant, avec ou sans nous. Face à la violence des récents événements au Burkina Faso et au Venezuela, une question simple se pose. Allons-nous rester spectateurs ou devenir acteurs de notre propre destinée ? Les tentatives répétées d'assassinat contre le capitaine Ibrahim Traoré, les tentatives d'enlèvement de Nicolas Maduro, ce ne sont pas des faits isolés. Ce sont les symptômes visibles d'une offensive globale, soigneusement orchestrée contre toute tentative d'émancipation africaine et anti-impérialiste. Mais le vrai danger ne vient pas seulement de l'extérieur. Il est aussi dans nos rangs, ceux qui, pour préserver leurs privilèges ou satisfaire leurs ambitions, acceptent de collaborer avec l'oppresseur, de trahir leur nation. Cette trahison intérieure est redoutable, car elle sape la résistance de l'intérieur, rendant chaque attaque extérieure encore plus dévastatrice. Ce qui est en jeu dépasse largement la survie d'un leader ou la stabilité d'un gouvernement. C'est la souveraineté de tout un peuple qui vacille. C'est l'intégrité de nos ressources, la possibilité pour la jeunesse africaine de rêver et de construire, la liberté de choisir notre destin sans avoir à demander la permission à Paris, à Washington ou ailleurs.
Refuser de voir ces enjeux, c'est condamner notre continent à l'asservissement silencieux, à une pauvreté organisée, à l'effacement de toute alternative face à l'ordre mondial imposé. À l'heure où certains cherchent à faire taire les voix dissidentes par la violence, par la manipulation ou par l'intimidation, il est urgent de rappeler que l'indifférence n'est pas neutre. Se taire ou détourner le regard, c'est renforcer le camp de l'oppresseur. La vigilance ne doit plus être un mot creux, elle doit devenir une posture quotidienne, une exigence citoyenne. Or, la dignité collective ne se décrète pas. Elle se conquiert par la réflexion, le débat, le refus du fatalisme. Elle commence par une prise de conscience, puis exige une prise de position. S'informer, croiser les sources, soutenir activement ceux qui osent défendre nos intérêts réels, exiger des comptes à nos propres élites, refuser les compromis honteux, voilà des actes concrets à notre portée. Dans cette guerre silencieuse, chaque geste compte. Il ne s'agit pas d'attendre le leader parfait ou l'occasion idéale. Il s'agit d'agir, là où nous sommes, à la mesure de nos moyens, pour que la souveraineté africaine ne soit plus un slogan, mais une réalité vécue par toutes et tous. L'histoire retiendra celles et ceux qui auront eu le courage de choisir la dignité plutôt que la passivité. À chacune, à chacun, de décider dans quel camp il veut s'inscrire. Car ignorer le combat, c'est déjà choisir son camp.